Monsieur le ministre, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renseignement. Dans la discussion générale, la parole est d'abord à monsieur Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le Président, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, Madame la Présidente de la Commission des lois et bien sûr Monsieur le Ministre et chers collègues, le Sénat a abordé la discussion de ce texte avec une ambition, en faire une loi républicaine inscrivant pour la première fois la politique française du renseignement dans le cadre de notre État de droit. Tout au long de nos débats, nous avons cherché à rejoindre la grande tradition du Sénat républicain, garant de la protection des libertés publiques, refusant toute législation d'exception, choisissant au contraire d'inscrire la mise en œuvre des techniques modernes de renseignement dans le droit commun du contrôle qui s'applique à toute autorité publique dans l'exercice de ses prérogatives au service de l'intérêt général. Sont en effet en jeu, d'un côté, la protection de la vie humaine et la poursuite d'intérêts fondamentaux de la nation, et de l'autre, le respect de la vie privée, le secret des correspondances, la liberté. Depuis 1789, nous admettons que tout droit, toute liberté, même les plus inviolables, les plus sacrées, connaissent des bornes. Mais nous exigeons cependant que ces bornes soient fixées par la loi et par elle seule. Et nous demandons encore à la loi, quand elle fixe ces bornes, de n'interdire que les actions nuisibles à la société, comme l'exige l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Or, qu'y a-t-il de plus nuisible à la société que le terrorisme et le crime organisé? Encore faut-il que les bornes que nous posons soient strictement limitées à ce qui est indispensable à la réalisation des objectifs d'intérêt général que nous confions à l'État. C'est tout le sens du travail accompli par le Sénat, et ce travail a été pleinement reconnu par la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 16 juin dernier. L'exigence de nous conformer aux principes posés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été notre obsession tout au long de nos délibérations. Nous étions jusqu'alors dans le non-droit, nous voulons rentrer dans le droit, nous avons voulu créer le droit. Je souhaite que nous y soyons parvenus. Nous nous soumettrons bien sûr au contrôle vigilant du Conseil constitutionnel sur tous les points sur lesquels le Sénat a entendu inscrire son empreinte de défenseur des libertés. Comme rapporteur de ce texte, je serais heureux, Monsieur le Président du Sénat, que vous puissiez porter nos choix devant le Conseil constitutionnel, vous-même, afin que celui-ci puisse se prononcer sur l'ensemble de nos apports et vérifier que les objectifs que nous avons poursuivis ont bien été atteints. Si ce texte est adopté par notre Assemblée et demain par l'Assemblée nationale, il s'inscrira pleinement dans le respect du principe de l'égalité. En ce qui concerne les techniques de renseignement, nous avons posé dans l'article 1er de la loi, et la commission mixte paritaire l'a maintenu, les principes de l'égalité que devrait suivre l'autorité pour mettre en œuvre les techniques de renseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les décisions
de mise en œuvre des techniques de renseignement devront procéder d'une autorité ayant compétence pour le faire. Cela veut dire que la procédure suivie devra être conforme à la loi. Si un service de renseignement met en œuvre une technique de renseignement sans passer par la procédure légale, il y aura illégalité. Cette illégalité devra être sanctionnée. Cela veut dire aussi que les décisions prises devront respecter les missions confiées à chaque service qui les met en œuvre, et ces missions sont définies dans la loi. Pas question qu'un service fasse à la place d'un autre ce que cet autre service serait habilité à faire. Cela veut dire aussi que les techniques de renseignement qui seront mises en œuvre devront l'être en justifiant la réalité des menaces, des risques, des enjeux invoqués pour obtenir l'autorisation d'appliquer ces techniques de renseignement. Cela veut dire aussi qu'à chaque fois qu'une technique de renseignement sera utilisée, elle devra répondre aux intérêts fondamentaux de la nation qui sont énumérés par cette loi. Et surtout, cela veut dire que les atteintes portées au respect de la vie privée ou aux garanties apportées à l'exercice de certains mandats ou de certaines professions devront être proportionnées aux motifs invoqués. L'arsenal juridique mis à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement à la suite de nos délibérations garantit que le contrôle des techniques de renseignement sera pour la première fois dans l'histoire de la République pleinement assuré. La commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur tous les points, sauf un qui a fait irruption au cours de nos débats. Les échanges préparatoires avec le président rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale ont été excellents. La collaboration que nous avons eue pour faire aboutir cette commission mixte paritaire, je tiens à le dire, a été féconde. L'adoption de cette loi va faire progresser l'état de droit. Le projet de loi n'instaure nullement de surveillance de masse, il fait exactement le contraire. Il ne prévoit que des surveillances ciblées. Et compte tenu de ce que j'ai rappelé à l'instant, toute mesure de renseignement qui ne serait pas ciblée tomberait sous le coup du principe de légalité dont nous avons défini le contenu. Il faut à chaque fois viser avec précision les éléments de fait et les finalités qui justifieront la mise en œuvre des techniques de renseignement dans le respect du principe de proportionnalité. Le respect de la proportionnalité fait partie de la légalité. Les apports du Sénat tendant à renforcer les pouvoirs de contrôle et les garanties d'indépendance de la Commission nationale de contrôle ont été intégralement repris par la commission mixte paritaire. Il en est de même de nombreux autres apports qui visent tous à conforter la constitutionnalité du projet de loi en assurant le respect de nos droits et de nos libertés, en assurant aussi l'effectivité du contrôle juridictionnel que notre texte permettra de mettre en œuvre. Le compromis trouvé en commission mixte paritaire me permet aujourd'hui de vous présenter un texte en réalité très proche de celui que vous avez adopté. Les principes de la politique publique de renseignement sont désormais clairs, le cadre légal existe. Le compromis qui a été trouvé sur le renseignement pénitentiaire, je tiens à le souligner, n'interdit pas la mise en œuvre de techniques de renseignement en prison. Au contraire, il permet de mettre en œuvre ces techniques de renseignement dans les conditions du droit commun, si bien qu'un détenu ne sera pas davantage à l'abri que n'importe lequel de nos citoyens dont la surveillance serait rendue nécessaire en matière de renseignement. La procédure d'autorisation des techniques a également été maintenue par la commission mixte paritaire dans les termes que le Sénat avait votés. Nous avons souhaité que le Premier ministre et les ministres concernés puissent choisir des représentants de l'autorité publique librement autour d'eux,
mais qu'on ne fonctionnarise pas cette fonction qui doit rester une fonction de responsabilité auprès de l'autorité exécutive. Nous avons demandé que la mise en œuvre des renouvellements d'autorisation soit justifiée de manière particulière. Cette disposition est maintenue par la commission mixte paritaire. Nous avons voulu limiter les finalités permettant la mise en œuvre de la procédure d'urgence absolue et clarifier le recours à la procédure d'urgence opérationnelle. Ces dispositions ont été reprises par la commission mixte paritaire. Nous avons voulu préciser le régime spécifique applicable aux professions protégées. Là aussi, le texte qui vous est soumis aujourd'hui est fidèle à votre vote précédent. La solution du Sénat a également été validée s'agissant du point de départ du délai de conservation des informations recueillies dans la mise en œuvre des techniques de renseignement. Ce point de départ, c'est le recueil de l'information. Ça n'est pas le moment où cette information est transcrite, car sinon, cela laisserait à l'autorité administrative toute latitude pour décider du point de départ du délai, alors que ce point de départ doit être objectif. Je voudrais dire, d'entrée de jeu, que je suis tout à fait favorable à l'amendement que dépose le gouvernement, et qui répond d'ailleurs aux souhaits que j'avais moi-même exprimés en commission mixte paritaire, pour que nous ne modifions pas le régime de surveillance des citoyens étrangers de passage en France sur le territoire national. Un seul régime juridique doit s'appliquer, quelle que soit la nationalité des personnes qui se trouvent sur notre sol. Je crois que cet amendement se heurtait de toute façon à de solides interrogations du point de vue de sa constitutionnalité. Nous avons également maintenu un certain nombre d'apports du Sénat sur la composition de la Commission nationale de contrôle, 9 membres et non point 13, sur la différenciation des missions des membres, avec une formation restreinte, une formation plénière, des pouvoirs propres de certains des membres de la Commission, qui sont tous magistrats ou conseillers d'État, de sorte que le système que nous avons retenu est intégralement préservé, de même que les pouvoirs de la commission de contrôle. Nous avons voulu une commission de contrôle avec de très larges pouvoirs. Nous avons même créé un délit d'entrave quand une administration s'opposait à l'exercice de ses pouvoirs. Nous avons voulu que la commission soit indépendante et qu'elle ait les moyens de son indépendance. Nous avons voulu que le président de la commission nomme lui-même, et non pas le Premier ministre, ses collaborateurs. Tous ces points ont été intégralement préservés par le travail de la commission mixte paritaire. Et surtout, le point le plus crucial pour nous tous, c'était d'assurer la réalité du contrôle juridictionnel des autorisations de mise en œuvre des techniques de renseignement. Or, le texte dont nous étions saisis prévoyait bien la possibilité d'un recours devant le Conseil d'État, mais dans des conditions tellement restrictives que l'on pouvait craindre que ce recours n'ait jamais lieu. Nous avons maintenant un dispositif qui permet à seuls 3 membres de la commission de contrôle de saisir le Conseil d'État, c'est-à-dire dans des conditions très souples. Nous savons, au moment où nous voterons ce texte, que le contrôle du Conseil d'État jouera effectivement, et nous pouvons naturellement être confiants de la manière dont le Conseil d'État exercera ce contrôle. Il a maintes fois dans son histoire prouvé sa qualité de défenseur des libertés publiques. Gageons qu'il le prouvera de nouveau dans l'application de cette loi sur le renseignement. Quant aux techniques de recueil de renseignements, je ne reviens pas sur nos débats. Nous avons apporté de nombreuses garanties supplémentaires, technique par technique. Celles-ci ont intégralement été préservées de manière à ce qu'on n'abuse pas de ces techniques dans des cadres qui ne seront pas strictement ceux que la loi prévoit. Il y a également un certain nombre de dispositions sur le fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroristes. À chaque fois, il faudra, pour être inscrit dans ce fichier, une décision du juge ou du procureur, si bien que nous arrivons à un texte qui, en vérité, devrait satisfaire pleinement le Sénat, tant il ressemble
au texte que nous avons adopté il y a quelque temps, je voudrais souligner également le renforcement des prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement que préside notre collègue, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, et à la suite des amendements qu'il a proposés, le contrôle de la délégation parlementaire au renseignement va se trouver élargi aux services de renseignement appartenant à ce qu'on appelle couramment le second cercle, pas les services de renseignement qui sont inscrits dans la loi, mais ceux qui viendront s'ajouter par décret du Premier ministre. De même, la délégation parlementaire au renseignement recevra des statistiques détaillées relatives à la mise en œuvre des techniques de renseignement par finalité et par technique. De sorte que si nous constatons un recours exagéré à certaines techniques ou dans des conditions qui ne nous satisfont pas, nous pourrons saisir le gouvernement de la nécessité, en tout cas de l'opportunité, de modifier les pratiques ou les textes. Enfin, la commission mixte paritaire a bien sûr maintenu la clause de rendez-vous que nous avons tenu à ajouter au texte. Ce texte comporte beaucoup de dispositions évidemment sensibles. Il faut pouvoir en faire le bilan. Nous pourrons le faire à la lumière des travaux de la délégation parlementaire au renseignement, mais aussi à la lumière du rapport annuel de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, si bien, je crois, que si ce texte est adopté, il sera tout à fait exemplaire de notre volonté d'inscrire pleinement dans la tradition de l'État de droit français la mise en œuvre de ces mesures de police administrative que sont les techniques de renseignement contemporaines. C'est la raison pour laquelle je tiens cet après-midi à exprimer ma satisfaction des résultats de la commission mixte paritaire et naturellement à vous inviter à donner une large majorité à l'adoption de ce texte. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Monsieur le Président rapporteur, cher Philippe Bas, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs. La commission mixte paritaire qui s'est tenue le mardi 16 juin s'est conclue par un accord qui nous permet de nous réunir aujourd'hui pour soumettre à votre examen, et je l'espère à votre approbation, le texte issu des travaux réalisés par les représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat. Lorsque j'ai présenté ce texte devant le Sénat d'abord, devant la commission des lois et celle de la défense et des affaires étrangères, puis dans l'hémicycle, j'avais formulé le vœu que, dans la grande tradition républicaine, le Sénat puisse jouer tout son rôle pour consolider juridiquement le texte présenté par le gouvernement et amendé par les députés en première lecture. Non seulement ce vœu a été exaucé grâce au travail remarquable conduit par les sénateurs sous l'autorité du président rapporteur Philippe Bas, mais je tiens aussi à souligner combien la version du texte qui vous est soumis pour approbation à l'issue de la commission mixte paritaire est inspirée des travaux que vous avez vous-même réalisés durant la première lecture. Lors de l'examen du projet de loi, vous avez forgé toute une architecture de contrôle reposant sur une idée simple et que je trouve pour ma part incontestable. Plus une technique du renseignement est intrusive et plus elle suppose des garanties procédurales renforcées. Le texte issu de la commission mixte paritaire reprend très précisément cette doctrine, ce qui se matérialise par des amendements incorporés au texte final, reprenant ceux adoptés par le Sénat. Je pourrais citer par exemple le délai de conservation des interceptions de sécurité courant à partir du recueil et non de la première exploitation, de la saisine automatique du Conseil d'État pour autoriser une intrusion domiciliaire après un avis négatif de la SNCTR, ou encore les restrictions à l'usage du IMSI Catcher. Ces amendements provenant du Sénat ont été pour l'essentiel conservés. Il en existe d'autres. Je sais que le Sénat fera ce travail important d'inventaire qui démontre une fois de plus l'ampleur de la contribution de la Haute Assemblée dans la rédaction de la loi. J'invite d'ailleurs chaque observateur de la vie politique à s'y référer, tant les travaux sont incontestables.
Même s'il n'est pas d'usage de faire de longs discours à l'occasion de ces lectures, j'aimerais préciser la position du gouvernement sur certains amendements adoptés en commission mixte paritaire, commission qui réunit les députés et les sénateurs et à laquelle, vous le savez, n'assiste pas le gouvernement. Tout d'abord, vous avez adopté 2 amendements ayant pour effet que les techniques mises en œuvre sur le territoire national à l'égard de ressortissants étrangers non résidents n'aient pas à faire l'objet d'un contrôle de la CNCTR. Il s'agit d'une proposition émanant du travail du Parlement. Le gouvernement est défavorable, je dirais même très défavorable à cette proposition, pour des raisons de nature constitutionnelle. Vous connaissez la position constante du gouvernement. Chaque mesure doit être appréhendée à l'aune des garanties juridiques dont elle est assortie. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est en effet très restrictive quant aux possibilités d'instituer des différences de traitement au détriment des étrangers, même non résidents, dans l'application de la loi française sur le territoire national. En particulier, il est difficile d'admettre de telles différences lorsqu'est en jeu le droit à la protection de la vie privée. C'est la raison pour laquelle le gouvernement vous propose de revenir sur ces dispositions en adoptant des amendements de suppression et s'engage à convaincre les députés d'adopter des amendements identiques pour ne pas obérer la réussite de la lecture des conclusions de cette CMP. Par ailleurs, 2 amendements de précision vous sont soumis pour clarifier les rédactions issues de la commission mixte paritaire. Naturellement, le gouvernement a apporté son aval aux amendements déposés par les rapporteurs qui permettent de fluidifier la rédaction issue de la commission mixte paritaire. J'en arrive à une dernière disposition sur laquelle le gouvernement ne dépose pas d'amendement, mais souhaite préciser l'interprétation qu'il se fait du texte et l'application qu'il en aura. La CMP a souhaité rétablir une disposition issue de l'Assemblée nationale relative à l'échange d'informations entre les services du renseignement et entre les services des autres administrations, d'autre part. Je tiens à préciser, et je souhaite que cela soit retenu au compte-rendu de nos travaux, que ces dispositions seront mises en œuvre dans le strict respect des exigences de proportionnalité, pour une finalité déterminée, au profit de services limitativement énumérés et dans le respect des missions des services. Par exemple, les services réalisent des signalements aux caisses d'allocation familiale de bénéficiaires de prestations sociales, partis se rendent sur un théâtre de guerre et ne répondant donc plus aux critères de résidence sur le territoire national nécessaires à l'attribution de ces allocations, afin qu'il soit mis un terme au versement et d'éviter ainsi de donner une source de financement à des activités terroristes. C'est dans ce type de cas très précis, très circonstancié, avec des garanties préservées, que cette mesure sera mise en œuvre. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, les précisions que je souhaitais formuler, en remerciant une fois de plus le président rapporteur Philippe Bas, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et l'ensemble des sénateurs pour la qualité du travail qu'ils ont accompli tout au long de la discussion de ce texte. Comme s'il s'y était engagé, le président de la République transmettra au Conseil constitutionnel le projet de loi au terme de l'examen parlementaire, comme le lui autorise la Constitution, ce qui permettra encore de renforcer toutes les garanties autour de ce texte. Je vous remercie encore une fois d'avoir contribué par votre contribution à ces débats à donner un cadre à l'activité des services de renseignement dans un contexte où les progrès de la technologie ont fait leur œuvre, cadre qui jusqu'à présent n'avait pas été donné à ces services et qui les conduira désormais à intervenir sous l'effet d'un double contrôle, celui d'abord d'une commission administrative indépendante dont la composition et les modalités de fonctionnement garantiront un haut niveau de contrôle. Je veux parler de la CNCTR. Contrôle juridictionnel qui pourra aller jusqu'à la saisine du juge pénal lorsqu'il sera constaté par le Conseil d'État ou même par la CNCTR que dans le cadre de la mobilisation d'une technique de renseignement, une infraction pénale aura été commise. Contrôle parlementaire renforcé, puisque la délégation parlementaire au renseignement dispose désormais d'une possibilité d'effectuer de puissants contrôles sur l'activité des services de renseignement, ce qui n'était pas le cas avant cette législature, au moment où cette délégation parlementaire a été instituée. C'est dire la volonté qui est celle du gouvernement et de l'ensemble de la représentation nationale de faire en sorte que l'activité des services de renseignement permette, notamment lorsqu'il s'agit de la lutte contre le terrorisme, de protéger résolument et fermement les Français contre des risques
dont nous avons vu à quel point, lorsqu'ils se traduisent par des actes, ils peuvent être meurtriers et conduire la République à devoir affronter des défis puisque ces actes sapent la République à ses fondements. Et par ailleurs, nous souhaitons aussi que cette loi fasse rentrer notre pays dans la liste des démocraties dont les services sont les plus contrôlés de façon exigeante et rigoureuse. Pour la contribution qui a été la vôtre à l'élaboration de ce texte, je veux, au nom du gouvernement, vous renouveler mes très sincères remerciements. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Sueur pour 14 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à ceux qui s'interrogent sur le rôle du Sénat, il en est toujours, je conseillerais la lecture de ce texte de projet de loi tel qu'il est arrivé au Sénat et tel qu'il a été voté au Sénat. Et je conseillerais de surcroît la lecture du texte issu de la commission mixte paritaire. Chacun pourra voir que le Sénat a pesé lourdement dans l'écriture du texte et que la commission mixte paritaire a repris un très grand nombre des apports du Sénat. Il faut le dire puisque cela est vrai et que chacun pourra le constater. C'est dire que, à mon tour, je souscris aux conclusions de la commission mixte paritaire, à une exception notable qui a déjà été notée et sur laquelle je reviendrai. Un point positif a été obtenu suite au débat du Sénat. C'est que le ministère de la Justice soit exclu de la liste des organismes de renseignement ayant la faculté de mettre en œuvre des techniques intrusives. Cela était contraire aux missions du ministère de la Justice. Et il était très nécessaire qu'il y ait là-dessus une parfaite clarté. Ça ne veut pas dire que le renseignement pénitentiaire n'est pas utile, il est nécessaire, nous l'avons dit, je le redis. Toutefois, il est aussi nécessaire de ne pas mélanger les fonctions. Il ne revient pas à un surveillant pénitentiaire d'être par ailleurs un agent de renseignement. Sans cela, tout est confondu. Il n'y a plus de clarté. Mais il faut que les services de renseignement puissent œuvrer dans le domaine pénitentiaire et il faut qu'il y ait des liens à cet égard entre ces services et les services pénitentiaires. Et d'ailleurs, je voulais dire à notre rapporteur au fond, M. Philippe Bas, que nous avions trouvé une rédaction ici au Sénat qui permettait de faire la clarté sur ces relations. Donc nous aurons l'occasion d'y revenir en d'autres circonstances, mais l'essentiel était de préserver une lecture très claire du projet de loi à cet égard. Je voulais souligner un certain nombre de points importants en dehors de celui-là. D'abord, grâce au Sénat et grâce à l'amendement du groupe socialiste, on me permettra de le dire, la vie privée se trouve clairement définie dans le texte, dans toutes ses composantes. Secret des correspondances, protection des données personnelles, inviolabilité du domicile. Deuxièmement, il est positif que l'adjectif majeur, et là je remercie l'Assemblée nationale, soit revenu. Je vais faire quelques peines peut-être à Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, mais je pense qu'il est préférable, s'agissant de la politique étrangère, des intérêts industriels, de parler d'intérêts majeurs, et surtout pour les intérêts économiques, auxquels vous êtes à juste titre très attaché, cher Jean-Pierre Raffarin. Je voulais dire qu'il me paraissait quand même impossible de parler des intérêts économiques en général sans
aucune précision. Donc cela est arrivé au terme de la CMP et c'est une bonne chose. Pour ce qui est des délais de conservation des données, il y a eu un compromis. Un compromis est un compromis. Toutefois, le Sénat a pesé dans ce compromis, puisque les dates seront appréciées par rapport au recueil des informations et non par rapport à leur exploitation. D'autre part, pour ce qui est des données cryptées, il n'y avait pas dans le texte, avant l'arrivée du texte au Sénat, de délai. Ceci faisait peser sur le texte un lourd risque d'inconstitutionnalité. C'est pourquoi il est heureux qu'au terme de la commission mixte paritaire, un délai ait été instauré. Pour ce qui est de la commission de contrôle, le Sénat a fait en sorte que ses pouvoirs soient clairement étendus. Je prendrai plusieurs exemples. D'abord, M. Philippe Bas l'a dit, 3 membres de la commission sur 9 pourront saisir en toutes circonstances le Conseil d'État. C'est important. Deuxièmement, nous avons obtenu que M. le ministre de la Défense dise au Sénat, et d'ailleurs, M. le ministre de l'Intérieur, vous avez conforté cette réponse, que, y compris le PNCD, cette plateforme dont nous avons parlé, donnera lieu aux possibilités de contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. C'est un point qui a été dit, qui engage le gouvernement, et c'est une bonne chose. Enfin, toujours s'agissant du contrôle, je veux insister sur le fait que nous avons pu, et mon groupe y a aussi contribué, pour une deuxième fois, je me permets de le souligner, inscrire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, en effet, Monsieur Mézard, inscrire dans le texte que le contrôle de la Commission sur l'ensemble des données d'interception sera, je cite, direct, complet, permanent. Ce qui veut dire que face à certaines interrogations que nous avons bien entendues sur le fait que, contrairement à une situation antérieure, les données pourraient être dispersées en divers lieux, eh bien, il y aura un droit reconnu par la loi aux membres de la Commission de disposer de ces données de manière complète, exhaustive, directe, sans intermédiaire, et permanente, c'est-à-dire à toute heure du jour et de la nuit, 365 jours par an. C'est important. S'agissant des techniques dont on a parlé, IMSI Catcher, et s'agissant des algorithmes, il a été bien précisé les limites dans lesquelles l'accès à ces techniques était possible, et notamment le fait que cela devait avoir pour seule finalité la lutte contre le terrorisme. J'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il était nécessaire de surveiller un certain nombre de sites. Si on dit que ce n'est pas nécessaire, alors disons clairement qu'on ne veut pas lutter contre le terrorisme. Mais si on veut lutter contre le terrorisme, on ne peut pas ne pas contrôler qui se connecte sur des sites qui font l'apologie du terrorisme, qui présentent des horreurs, qui présentent des appels au meurtre. Et bien entendu, il y aura des gens qui se seront connectés par hasard. Eh bien, il ne s'agit pas de les mettre en cause aucunement. Mais il est nécessaire de procéder à des investigations sous le contrôle de la Commission et sous toutes les garanties, en respectant toutes les garanties inscrites dans le texte, si l'on veut lutter contre le terrorisme. Pour ce qui est du fichier national des auteurs d'infractions terroristes, je me réjouis que l'on ait repris la proposition émanant de l'Assemblée nationale, selon laquelle l'inscription sur ce fichier doit être le fruit, ou l'effet plutôt, d'une décision positive d'une autorité judiciaire. Pour ce qui est de la protection des magistrats, des avocats, des journalistes et des parlementaires, la commission mixte paritaire a permis une avancée supplémentaire,
puisqu'il est clairement écrit dans la loi désormais que ces personnes ne pourront faire l'objet d'une surveillance à raison soit de leur profession, soit de leur mandat. Le Sénat avait beaucoup œuvré en ce sens, c'est maintenant acté dans la loi. D'autre part, je veux insister fortement sur le fait que toutes les mesures qui sont dans le texte, sans aucune exception, sont des mesures qui procèdent du ciblage, de l'intentionnalité clairement manifestée, et jamais, je dis bien jamais, du contrôle de masse, c'est-à-dire du fait de capter des milliards et des milliards d'informations au détriment des droits des personnes. Nous sommes contre la captation massive d'informations. Nous voulons que toute technique soit mise en œuvre dans un but affiché, déterminé, contrôlé, avec les garanties nécessaires, de telle manière qu'il n'y ait aucun détournement de la procédure. Donc cela est clair et cela figure noir sur blanc dans le texte. Je terminerai en disant, moi aussi, qu'il y a eu un amendement qui a été adopté à une voix de majorité par la commission mixte paritaire relative à la situation des personnes étrangères présentes pour un court séjour. Cet amendement, contre lequel, pour ma part, j'ai voté, mais je ne suis pas le seul, puisqu'un grand nombre de sénateurs ont voté contre cet amendement, présente des risques constitutionnels, comme cela a été dit, et plus que des risques d'ailleurs. Il est clairement inconstitutionnel, vous l'avez dit, Monsieur le ministre. Il est contraire au principe d'égalité et il pose problème tant sur le fond que pour ce qui est de sa procédure d'adoption, puisqu'il n'est pas souhaitable, vous le savez bien, que des amendements fussent adoptés en commission mixte paritaire alors qu'ils n'ont donné lieu à aucun débat, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Pour ces raisons, je vous indique, et je dis ici très clairement, que le groupe socialiste votera sans réserve l'amendement numéro 8 du gouvernement, Monsieur Raffarin, je vous rassure, l'amendement numéro 8 du gouvernement qui a pour effet de supprimer cet alinéa qui a été introduit à une voix de majorité lors de la commission mixte paritaire. Mes chers collègues, pour la première fois, il existera dans ce pays une loi encadrant les services de renseignement, l'action des services de renseignement. Ce n'est pas neutre. Cela n'existe pas et ce qui est quelque peu paradoxal, c'est qu'au moment où on fait une loi pour encadrer par la loi l'action des services de renseignement, on vient nous dire que nous portons atteinte aux libertés. C'est quelque peu paradoxal. Mais surtout, je me permets d'inciter certains auteurs de telle ou telle tribune à lire le texte, parce qu'il est tout à fait vrai que ce texte pose des problèmes. Il est tout à fait clair que ce texte posait des problèmes auxquels nous avons répondu. Il est tout à fait clair que c'est un sujet sensible. Mais je lis parfois des déclarations, des écrits, qui témoignent d'une absence de connaissance de ce que le texte dit, de ce qu'il dispose. Or, quand on lit les choses dans le détail, on voit, mes chers collègues, et sans aucune autosatisfaction d'aucune sorte, on reparlera du sujet dans 5 ans et sans doute bien avant, que nous nous sommes efforcés d'atteindre le meilleur équilibre possible, et sans doute y a-t-il encore des améliorations, la perfection n'est pas de ce monde, des améliorations apportées, mais nous avons cherché à atteindre en toute bonne foi le meilleur équilibre entre la sécurité nécessaire, car il faut lutter contre l'horreur du terrorisme, et la protection de nos libertés, des données personnelles, de la vie privée, car, nous pouvons le redire ici, la plus grande victoire des terroristes serait de nous faire renoncer
à nos libertés. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Esther Benbassa pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, 67 sénateurs, dont 10 membres du groupe écologiste, se sont opposés à ce texte. Comment peut-on encore adopter aujourd'hui des lois rappelant celles de George Bush, qui plus est après les scandales que nous avons connus et les révélations d'Edward Snowden? Qu'avons-nous fait pour mériter ce traitement antidémocratique que nous laisserons en héritage aux exécutifs à venir, qui pourrait se révéler moins scrupuleux que celui d'aujourd'hui? Pourquoi cette surdité aux arguments fondés de ceux qui s'opposent à ce PJL, cette cécité face aux dangers qu'il présente? Avez-vous cédé au lobby des services de renseignement qui n'ont pas jusqu'ici démontré leur grande dextérité à déjouer les attentats dont notre pays a été la cible? Est-ce avec les métadonnées qu'ils y parviendront, quand on sait qu'ils n'ont pas pu suivre des délinquants en processus de radicalisation religieuse malgré les informations transmises par des responsables des lieux de détention où ils s'étaient trouvés incarcérés? Certes, il fallait un texte pour mettre fin aux dérives, aux pratiques non encadrées, voire illégales des services de renseignement, mais pas un texte comme celui dont nous débattons à nouveau et qui met cette fois légalement en péril nos libertés. Personne ici ne peut être taxé de laxisme ou d'inconséquence face au terrorisme, mais il faut, j'en suis certaine, lui opposer une résistance efficace et consciente sans jamais brader nos libertés, première cible justement des obscurantistes qui nous visent. Je voudrais partager avec vous, mes chers collègues, les propos d'Edward Snowden, lanceur d'alerte s'il en est, qui résonnent aujourd'hui d'une manière bien singulière. Je cite, « Le fait de dire qu'on se fiche de la vie privée parce qu'on n'a rien à cacher revient à dire qu'on se fiche de la liberté d'expression parce qu'on n'a rien à dire. » Le champ d'application de la loi devait, pour être acceptable, être davantage limité et définir de manière précise et restrictive les motifs d'intérêt public justifiant la mise en œuvre des activités de renseignement. À la lecture du texte de la commission mixte paritaire, qui reprend dans son ensemble la rédaction élaborée par notre Haute Assemblée, force est de constater qu'on en est loin. Au nom de la sécurité, et même s'il s'agit de lutte contre le terrorisme, on ne peut pas placer entre les mains de l'administration les pouvoirs normalement dévolus aux juges. Pour prévenir d'éventuelles conséquences fâcheuses, les pouvoirs de la Commission nationale des contrôles de techniques de renseignement auraient dû être renforcés. Nous avions d'ailleurs préconisé qu'elle puisse, lorsqu'on lui demande l'autorisation de mettre en œuvre une mesure, vérifier sans délai, sans restriction, que celle-ci est parfaitement légale, proportionnée et subsidiaire. Non seulement ce n'est pas le cas dans le texte qui nous est soumis aujourd'hui, mais une disposition a été ajoutée à l'initiative du rapporteur de l'Assemblée nationale, comme l'ont dit certains collègues, autorisant le Premier ministre à avoir recours aux techniques de renseignement sans avis préalable de la CNCTR lorsque leur mise en œuvre ne concerne ni un Français ni un résident habituel en France. Le Conseil constitutionnel aurait probablement eu à examiner ces dispositions contraires au principe d'égalité devant la loi et nous nous réjouissons de la volonté du gouvernement de la supprimer. Voilà, vous avez donc pu suivre les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi sur le renseignement. Tout de suite, c'est preuve par 3. Michel Grossior et Perrine Tarnaud reçoivent François Bayrou.